tendances du prêt-à-porter à la magie de la haute couture, plusieurs fois par an, mannequins et créateurs volent la vedette à la Tour Eiffel. Aujourd'hui, nous célébrons Paris plus que jamais, capitale de la mode. Avec New York, Londres et Milan, Paris est une des 4 villes à accueillir les plus grands défilés. Depuis 1973, 2 fois par an, les créateurs viennent y présenter leurs collections aux journalistes et aux acheteurs internationaux. Et aujourd'hui, tous les regards vont se tourner vers un jeune couturier, Alexis Mabille. À 36 ans, Alexis Mabille est un nom à suivre dans le petit monde de la mode. Après 9 ans passés chez Dior, notamment à dessiner accessoires et bijoux, il crée sa propre marque en 2005 et s'impose rapidement avec ses créations unisexes et dynamiques, remettant notamment le nœud papillon au goût du jour. Bonjour Alexis, comment ça va? Pour lui, Paris est aujourd'hui encore le plus bel endroit pour présenter sa collection. Mais il y a une énergie dans les shows, et puis dans la programmation, et puis dans la diversité, qui est très intense, avec des marques radicalement différentes. À Paris, on adore s'amuser avec les décors, la musique, les lumières. En fait, c'est assez intéressant de voir comme certaines villes sont beaucoup plus business. Même si Paris c'est un gros business, mais en tout cas ici il y a la part aussi de rêve, de frivolité, de légèreté, de créativité qui est vraiment mise en avant. On parle de vous beaucoup comme d'un dandy. Est-ce que ce qualificatif vous va? Ça vous définit bien? Alors c'est un mot dont je me méfie toujours, le dandy, parce qu'il est très mal interprété aujourd'hui, alors qu'au 19e c'était un mot qui était extrêmement intéressant, parce que c'était des groupuscules de gens qui étaient un peu un genre de Kaira à la mode d'aujourd'hui, parce que c'était pas juste des choses posées sur des canapés de soie. Maintenant, c'est un peu la caricature du romantisme. La romance, oui, c'est sûr que j'ai des choses dans ma mode qui ont une romance, et puis il y a le nœud papillon qui a été très connoté à ça. Mais après, je vis dans la vie d'aujourd'hui et ma mode est faite pour aujourd'hui, donc il ne faut pas rester dans les choses compassées qui sont un peu ennuyeuses. Alors vous en avez parlé, puis on le voit là, il y a un petit rappel sur votre manteau. Le nœud papillon est devenu une marque de fabrique. D'où est venue cette idée? Alors au début, en fait, mes premières collections étaient des collections mixtes. Donc tout un travail autour de l'unisexe, de mélanger les codes, que ce soit du monde masculin et féminin. Donc surtout des pantalons, des chemises et des vestes. Et avec le temps, en fait, j'ai voulu faire un accessoire qui soit vraiment un lien complet et qui soit un peu l'icône de la marque. Et j'ai pris le nœud papillon parce que dans l'histoire finalement de la mode masculine et féminine, vous avez des nœuds à outrance, mais travaillés de différentes manières. Donc vraiment, c'est devenu assez naturellement une chose que j'ai eu envie de réinterpréter, puisqu'en France, c'était très ringard. Et ça a été un succès de folie. Et c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui est très iconique pour la marque. Il faut que ce soit bien coupé. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. La mode remonte à bien longtemps. Je crois que vous avez écrit à Christian Lacroix, même à 13-14 ans, c'est une légende. Alors moi j'ai commencé à coudre bien avant, puisque vers l'âge de 8-9 ans j'ai commencé à coudre. J'ai toujours adoré faire des costumes, travailler le textile, etc. Ça c'est venu petit à petit parce que je voulais faire du costume de théâtre au départ. Et puis je me suis mis à la mode. Puis j'ai commencé à envoyer des lettres naïvement, comme quand on est enfant, on envoie des lettres aux gens. Et de manière assez géniale, beaucoup de designers m'ont répondu, dont Lacroix, avec qui j'ai eu une petite correspondance très agréable. Et du coup, ça m'a motivé et voilà, j'ai continué les choses. Aujourd'hui encore, Christian Lacroix, c'est une de vos références? C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail, voilà, que je trouve que ça manque un peu au paysage. Il y a 2 personnes, c'est Lacroix et Galliano. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque au paysage des Fashion Week de Paris. Et puis dernière question, vous avez présenté vos premières collections en tant que membre officiel de la haute couture. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une reconnaissance, c'est un label, donc très agréable pour nous de voir que finalement le travail qu'on fait depuis plusieurs années est reconnu aussi bien par les clientes, mais aussi par les institutions, les ministères qui ont mis une espèce de label comme ça, de savoir-faire, de choses bien finies, jolies, et d'animer aussi la ville et de faire partie de l'énergie de Paris. Merci beaucoup Alexis Mabille. Si on parle beaucoup de coupe et de matière sur les podiums, on y voit aussi des silhouettes et des visages. Des centaines de mannequins participent à chaque semaine de la mode, enchaînant parfois jusqu'à 30 défilés en 10 jours. Peggy Bruyère a suivi l'une d'entre elles pour nous. La nuit a été courte, mais c'est déjà l'heure du premier rendez-vous. Alors pas question de traîner. Joséphine Le Tutour défile pour le créateur Damir Doma à 11h. Avec la coiffure, le maquillage et les retouches de dernière minute, il faut arriver 3 heures à l'avance. La plupart des petites filles, elles veulent
devenir des princesses. Les princesses, elles se font coiffer et maquiller, mais après, il y a des moments où quand on est vraiment en retard, c'est très très douloureux. Joséphine est mannequin depuis 7 mois. À 18 ans, elle compte déjà une trentaine de défilés à son actif entre Londres, New York et Milan. Et quand elle est à Paris, sa mère quitte leur Bretagne natale pour l'accompagner. J'ai assisté au fitting d'hier, mais je n'ai pas vraiment vu la tenue, donc là je la découvre. C'est vrai que c'est... Ça vous plaît? Oui, très. Ouais, c'est très joli. Par fitting, il faut entendre essayage. Le créateur valide la liste des mannequins qui défileront pour lui. Les essayages sont souvent prévus au dernier moment. Ce soir, Joséphine est convoquée chez Dior à 1h du matin. Avec le succès, les journées sont interminables. Joséphine grignote pour tenir le coup. Elle peut se le permettre, dit-elle. Il y a des filles qui ont une morphologie mais pas aussi mince que ce qu'ils veulent. Donc ils font peut-être un peu plus attention que nous. L'attente, c'est aussi une des principales activités en coulisses. Alors on s'occupe comme on peut. Croiser une copine sur le même défilé permet de rompre un peu la solitude. En tout, le show aura duré une vingtaine de minutes. Après, c'est à nouveau le pas de course. Rendez-vous pour le prochain podium dans 3 heures. S'enchaînent donc casting et essayage. Pour gagner du temps, sa bouqueuse a prévu un chauffeur. Et comment dire, là il faut que j'aille à Chanel. Bichonnée par son agence, la jeune pousse l'est aussi par sa maman. Qu'importe les heures d'attente, toutes les deux en ont un peu besoin. C'est un réconfort de par ma présence. Et puis ensuite, la logistique, je vais lui chercher ses repas. Le soir, pareil, ça la décharge de tout le quotidien qu'elle aurait en plus. Obtenir le bac, c'était le contrat à remplir avant de se jeter dans le grand bain. Et si tout venait à s'arrêter, elle sait déjà qu'elle fera des études. Je pense qu'il faut plus le prendre comme une expérience et pas trop porter tous ses espoirs dedans parce que c'est tellement éphémère. En attendant, le mannequinat lui donne de l'assurance et lui permet d'apprendre l'anglais. Après la Fashion Week, elle partira à New York, sans sa maman cette fois. Si Paris attire toujours autant les mannequins et les créateurs, c'est qu'elle est considérée par beaucoup comme la capitale du style et de l'élégance. Elle est d'ailleurs la seule ville à accueillir les collections haute couture dont on peut admirer quelques-unes des plus belles pièces ici à l'Hôtel de Ville de Paris. Et vous allez le voir, d'autres expositions parisiennes reviennent elles aussi sur l'évolution et l'histoire de la mode. La mode, aujourd'hui, elle évoque les strass, les flashs, les défilés. Mais au fait, avant, c'était comment la mode ? Le musée des arts décoratifs remonte le temps jusqu'en 1700 et retrace 2 siècles de mode européenne. L'époque des corps à baleines et des paniers. Voir et être vu. À la cour du roi, les tissus viennent d'Inde, de Chine ou du Bengale. Les techniques et les tendances voyagent de la France à la Pologne en passant par l'Angleterre. Et Paris s'impose comme capitale de la mode. Les modèles parisiens s'exportaient par des poupées de mode, donc des poupées de bois qui étaient habillées précisément avec les dernières créations du temps. Et ces poupées partaient ainsi dans les grandes courses européennes. Ces poupées de mode avaient un passeport particulier qui leur permettait de passer les frontières même en temps de guerre. D'abord de bois, d'osier ou de cire, au XIXe siècle, les mannequins deviennent de chair. Avec le corps de la femme, le vêtement prend vie. Commence alors l'histoire d'un métier, raconté à la Cité de la mode et du design. D'abord anonyme, le mannequin devient célébrité dans les années 80, mais qu'elle s'appelle Cindy ou Naomi, le super top reste une poupée vivante. Je pense que le métier de mannequin, c'est certaines femmes qui nous font rêver, et puis toutes les jeunes filles qui rêvent d'être mannequins rêvent d'être ces grands tops, mais l'exposition montre aussi que c'est un petit peu l'envers du décor et c'est un travail plutôt répétitif où effectivement on est souvent porte-manteau pour vendre du vêtement. Le corps, objet animé à la merci du créateur. Poussé à l'extrême, cela donne les surprenantes créatures exposées à la gaieté lyrique. Des silhouettes souvent grotesques, habillées par Alexander McQueen, mais aussi d'autres créateurs moins connus. Comment des créateurs de mode, des stylistes, à force de pousser très loin leurs expérimentations, leurs recherches, finissent par créer des figures, créer des personnages
comme une génération spontanée qui est en train d'émerger. Nos perceptions de la beauté s'en trouvent toutes chamboulées. Peut-être parce que ces monstres de mode s'émancipent avec brio du diktat des mensurations et des podiums un peu trop formatés. Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, capitale de la mode ou non, Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Paris sera toujours Paris.